Imaginez, vous décidez de faire un petit tour à la plage et soudain, la mer a totalement disparu. Et là, je parle pas d'une simple marée basse, mais bien d'une disparition complète des océans dans leur totalité. Eh bien, approchez mes pseudoliparis, on va voir ce qui se passe si on diminue progressivement le niveau des océans jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. On va voir quels peuvent être les impacts négatifs sur les espèces marines, mais aussi sur les populations qui vivent grâce aux poissons. On va passer de quelques petits changements de paysage côtier à l'apparition de gigantesques canyons arides à la place des océans. On découvrira aussi les surprenants trésors qui demeurent enfouis sous les grandes profondeurs. Et surtout, nous verrons les conséquences apocalyptiques d'une disparition totale des océans. Mais on commence très soft avec une baisse du niveau de la mer de 1 mètre. Mais bon, avant de commencer, notre cobaye Gustave a décidé de faire un petit état des lieux des océans autour du monde. Et là, il découvre ainsi l'océan Indien et puis ses îles tropicales, ou encore de l'Atlantique pour une grande traversée en bateau. Et enfin, il décide de faire une petite plongée sur la grande barrière de corail dans l'océan Pacifique. Bon, là, le constat est assez clair, peu importe où il va, en fait, les océans sont menacés par la pollution plastique. Et j'en connais pour qui tout ça, c'est très important, et c'est notre sponsor Rhinoshield. Parce qu'en effet, Rhinoshield lance sa deuxième génération de coques recyclées Circular Next. En fait, ce sont des coques 100% fabriquées à partir de coques usagées et de déchets d'usine. Et d'ailleurs, depuis leur première conception, en fait, ces coques peuvent ensuite être recyclées à nouveau jusqu'à 5 fois. Donc c'est quand même assez énorme. D'ailleurs, petite précision, mais les propriétés qui font la renommée des coques Rhinoshield restent inchangées. Notamment leur technologie anti-choc qui les rend super résistantes, ou encore même leur force magnétique 2 fois supérieure au MagSafe officiel, lui-même fabriqué à partir de matériaux recyclés. Et enfin, le tout est garanti sans substances toxiques pour la santé. Et en plus, vous pouvez renvoyer votre ancienne coque Rhinoshield pour qu'elle soit recyclée sur leur site dédié. Bref, c'est totalement gratuit, ça concerne toutes les coques Rhinoshield et vous obtenez un coupon de 4 € à utiliser pour votre prochain achat sur leur site. Et d'ailleurs, en plus, grâce au recyclage massif, Rhinoshield a même pu développer de nouvelles couleurs, comme par exemple le gris anthracite, le rose dauphin ou même le corail blanc. Et il y en a encore d'autres de toute façon disponibles, comme par exemple celle-là. Et donc, si vous optez pour une coque Circular Next, vous pouvez même connaître son cycle et sa date de recyclage en scannant le QR code qui est présent juste à l'intérieur. En bref, si vous voulez une protection au top pour votre smartphone tout en faisant un geste pour la planète, vous pouvez aller checker la gamme Circular Next de Rhinoshield. Et d'ailleurs, au passage, avec le code Poisson Fécond, vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Le lien est dans la description. Et quant à nous, je pense qu'on peut là reprendre notre expérience sur la baisse du niveau des océans. En tout cas, avant de voir les effets d'une baisse progressive des océans, ce serait quand même pas mal de préciser quelques petits trucs. Dans l'histoire de notre planète, faut le savoir, à sa naissance, elle était recouverte d'un océan unique avec quelques terres émergées. Puis d'autres océans sont apparus et ils ont disparu en fonction des grands bouleversements climatiques et géologiques que la Terre a connus. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'océan Tethys? En fait, c'était un grand océan gigantesque qui a existé il y a des millions d'années, lorsque la Terre n'avait pas la forme qu'on lui connaît, et notamment à une période où les continents actuels étaient encore regroupés. Ils étaient tous amassés en un seul supercontinent. Et du coup, Tethys se situait donc entre deux énormes continents appelés Gondwana au sud et l'Eurasia au nord. Sauf que quand les continents ont commencé à bouger, des morceaux comme l'Inde se sont séparés de Gondwana et ont avancé vers le nord. Et ce mouvement a fait disparaître peu à peu l'océan Tethys. Mais il existe quand même une mer qui est un vestige de cet océan disparu. Et ça, c'est la mer Méditerranée. Et d'ailleurs, vous verrez après qu'on aura l'occasion de voir que la Méditerranée a elle-même failli déjà disparaître. Quoi qu'il en soit, actuellement, les océans jouent un rôle très important sur notre planète. Bon, vous le savez, les océans, ça représente à peu près 70% de toute la surface terrestre et ils contiennent 97% de toute l'eau de la planète. Donc la plupart de la flotte, c'est du salé. Et non seulement ils abritent des milliards d'animaux marins, mais ils jouent aussi un rôle hyper important dans le cycle de l'eau. Alors pour rappel, c'est le fait que l'eau des océans s'évapore, forme des nuages et retombe ensuite sur Terre sous forme de pluie ou de neige. Puis elle va alimenter des rivières, des fleuves et ensuite retourner à l'océan. Et ça, c'est ce qui permet aux hommes de boire de l'eau et de l'utiliser pour diverses activités. Tout ça pour dire que nos vies et celles des océans sont vraiment intimement liées. Mais que se passe-t-il si on baissait le niveau de tous les océans de 1 mètre? Sincèrement, à ce niveau-là, pas grand-chose, peut-être juste quelques plages qui s'agrandissent de quelques centimètres, mais vraiment pas plus. Je m'ennuie, mais comme jamais. Parce que en réalité, c'est à partir de l'étape suivante que de réels effets vont se faire sentir, avec une baisse de 10 mètres. Alors
Alors oui, 10 mètres. En fait, ce chiffre dépasse en gros la différence moyenne entre la hauteur de la mer pleine et la hauteur de la mer basse, ce qu'on appelle du coup le marnage. Pour faire très simple, c'est un petit peu l'équivalent de la hauteur d'eau qui se retire lors des marées, quand il y a la mer qui est haute ou qui est basse. Sauf que là, dans notre cas, cette baisse est permanente et forcément ça a un impact sur les lieux en bord de mer. Par exemple, la plupart des ports de plaisance avec des bateaux destinés aux loisirs ne peuvent plus fonctionner. Tout est à sec et les bateaux se retrouvent donc échoués au fond de l'eau, du coup dans la vase plus exactement. Mais bon, globalement, 10 mètres en moins d'eau, même si du coup les ports ont un peu moins de charme, ça reste assez mineur. En fait, ce baisse du niveau des océans permet cependant quelques découvertes assez insolites, faut le dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Port-Royal? Parce que cette ville, située en Jamaïque, est devenue célèbre au XVIIe siècle comme étant la capitale des pirates. Et au départ, ce sont les Anglais qui ont fondé un fort militaire à Port-Royal. Et là, pour concurrencer les marins espagnols, les Anglais ont accepté de laisser les pirates s'installer dans le fort afin qu'ils puissent s'attaquer aux bateaux espagnols. Et là, petit à petit, c'est devenu un véritable repère de pirates. Sauf qu'en 1792, un violent tremblement de terre a touché l'île et un raz-de-marée a submergé Port-Royal. Ce qui fait que pendant des siècles, elle est restée sous l'eau, sous les couches de terre et de sable successifs qui se sont accumulées à environ 10 mètres de profondeur. Et ce n'est alors que dans les années 1950 que des archéologues ont enfin découvert les objets ayant appartenu aux pirates de l'époque. Et là, ils ont découvert non seulement des murs intacts, des objets du quotidien, des restes de trésors, comme de la porcelaine de luxe et beaucoup de bouteilles de rhum. Le rhum, c'est bon. Sauf que les couches de terre ou de sable rendent quand même l'accès aux vestiges un petit peu compliqué, quoi. Et justement, en fait, si le niveau des océans baisse de 10 mètres, il est possible que les chercheurs pourraient découvrir plus de trésors cachés de Port-Royal. Du coup, de manière générale, l'ensemble des villes antiques qui étaient au bord de la mer et qui ont été englouties il y a longtemps, elles pourraient refaire surface grâce à une baisse du niveau de la mer de 10 mètres. Et ce qui fait qu'on pourrait découvrir pas mal de vestiges anciens et même de trésors bien conservés. C'est par exemple le cas de la cité de Tonis Héraclion qui a été construite au 8e siècle avant JC au niveau du delta du Nil en Égypte. Et cette ville mythique abritait le port le plus important d'Égypte ainsi qu'un grand temple religieux. Et comme pour Port-Royal, elle a fini par être engloutie par les eaux et disparaître pendant des siècles. Et cette fois-ci, elle a été recouverte par l'argile qui est très présente dans l'embouchure du Nil à environ 5 mètres de profondeur. Et ce n'est que dans les années 1990 que des archéologues ont découvert le site presque par hasard. Et là, des fouilles ont permis de faire ressortir de l'eau, des statues monumentales, des sarcophages, des colonnes décorées d'hiéroglyphes ou même des dizaines de bateaux. Mais encore de nos jours, une partie de la ville est ensevelie sous les couches d'argile encore sous l'eau. En fait, là, si le niveau de la mer baissait de 10 mètres, c'est une ville entière qui referait surface. En résumé, à ce niveau de notre expérience, l'impact sur la terre et sur les habitants est quand même un peu minime. Par contre, certaines espèces animales peuvent être un peu touchées. C'est le cas, par exemple, des poissons et des crabes qui vivent dans ce qu'on appelle des mangroves. En fait, ce sont des forêts tropicales constituées de palétuviers qui sont en fait des arbres qui ont la particularité de pousser au bord de la mer et qui abritent pas mal d'espèces animales. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et ces mangroves, elles servent aussi de protection contre les tsunamis ou même les tempêtes. Donc, si elles disparaissent parce que tout sera à sec, ce sera pas bon signe pour les régions tropicales. Mais on va tout de suite passer à un étage supérieur, mais plutôt inférieur puisque là, on va faire baisser vénère le niveau de la mer avec moins 100 mètres. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des cénotes. En fait, ce sont des sortes de gouffres remplis d'eau qu'on retrouve au Mexique. Et même s'ils sont situés en pleine forêt, ils sont en réalité parfois reliés entre eux avec les rivières. Mais là, dans le cadre du cénote Angelita, c'est un petit peu particulier. Parce qu'en effet, sous plusieurs mètres d'eau douce, on trouve une zone avec de l'eau salée, à presque 50 mètres de profondeur. Et oui, du coup, vous avez bien compris, il y a un paquet d'eau douce, puis il y a de l'eau salée, et les deux ne se mélangent quasi pas. Et ça, c'est en réalité parce que le cénote Angelita, il est relié à l'océan Pacifique par le biais de petites galeries souterraines. Et là, à l'intérieur du cénote, ça a pour effet de créer une zone de rencontre entre l'eau douce et l'eau salée, et on appelle ça l'halocine. Et il se trouve qu'à ce niveau, se forme une couche de sulfure d'hydrogène qui rend l'eau trouble, voire même brumeuse. Si bien qu'à l'époque des Incas, les gens croyaient que les cénotes étaient tout simplement des portes vers un autre monde. D'ailleurs, peut-être que le meilleur moyen d'atteindre un autre monde, un plan plus onirique, c'est peut-être d'apprendre à maîtriser ses rêves comme dans Noisuli. Mais bon, quoi qu'il en soit, si on abaisse le niveau des océans de 100 mètres, les cénotes qui sont approvisionnés par de l'eau de mer,
ils finiraient en partie par disparaître. Et donc, les portes vers d'autres mondes finissent au pipeau. Mais ça, c'est rien par rapport à certains espaces naturels beaucoup plus menacés par une baisse des eaux des océans. C'est le cas par exemple des lagons et des récifs coralliens qui abritent pas mal de coraux et de poissons dans les mers chaudes. D'ailleurs, le plus connu, c'est la Grande Barrière de Corail en Australie, qui est le plus grand récif corallien au monde. Sauf que là, avec moins 100 mètres de flotte, tous les lagons et les récifs coralliens disparaissent et ça entraîne une énorme catastrophe écologique. Les récifs coralliens abritent 25% de la biodiversité marine. Si le corail continue de disparaître, ce serait un désastre pour les populations de la zone intertropicale qui dépendent de la pêche côtière. Certains pays du Pacifique, par exemple, dépendent à plus de 90% des ressources côtières marines pour leur alimentation en protéines. Les récifs servent de sites de reproduction, de nurseries, de protection aux poissons. Leur disparition serait donc un désastre pour les poissons qui disparaîtraient en grand nombre. Mais même en dehors des coraux, l'autre gros problème si on baisse le niveau des océans de 100 mètres, c'est qu'en réalité, toute l'économie de la mer, elle est affectée. Par exemple, si on prend le port de Shanghai, c'est le premier port au monde qui accueille jusqu'à l'équivalent de 50 millions de conteneurs en 2023. Et globalement, au niveau du port, en fait, c'est pas hyper profond, c'est à peu près 10-15 mètres. Donc là, avec les océans qui baissent de 100 mètres, la plupart des grands ports comme celui de Shanghai deviennent asséchés, inaccessibles. D'ailleurs, il est possible aujourd'hui d'avoir un aperçu des paysages de bord de mer après une baisse de 100 mètres. Pour ça, il vous suffit de vous rendre dans la mer d'Aral qui est, malgré son nom, en fait un lac salé situé entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud. Et il se trouve qu'au début des années 1960, cette mer avait une superficie de 66 000 km², 2 fois la superficie de la Belgique, c'est pas mal. Mais autour des années 2010, sa surface a diminué de 90%. Et là, l'explication est simple, durant les années 60, les deux pays faisaient partie de l'URSS. Or, les dirigeants communistes ont décidé de détourner l'eau des fleuves qui approvisionnaient la mer d'Aral. Là, le but était alors d'alimenter en eau les champs de coton et les rizières des zones désertiques situées autour. Sauf que à la base, la mer d'Aral était super utilisée pour la pêche. Résultat, de nos jours, et même si le détournement des eaux a cessé, le paysage ressemble à ça. C'est à peu près ce qui se passe quand on retire à peu près une centaine de mètres d'eau. Ça ressemble à un désert avec des épaves. Mais bon, au-delà de ces paysages post-apocalyptiques, une baisse de 100 mètres pourrait aussi avoir des conséquences sur la géographie du monde. Déjà, des pays comme les Pays-Bas, qui sont célèbres pour être au niveau de la mer, verraient leur superficie s'agrandir, et de beaucoup. La mer Noire pourrait alors se retrouver totalement coupée de la mer Méditerranée, car en fait le détroit du Bosphore qui les sépare serait en partie asséché. Sauf que tout ça, ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre, puisqu'on va maintenant voir ce que ça fait avec 500 mètres de flotte en moins. Oubliez les poteries ou même les vestiges dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque là, si on fait baisser le niveau des océans de 500 mètres, on va pouvoir sortir de l'eau un trésor d'une valeur estimée à 17 milliards de dollars. Et il s'agit de l'épave d'un bateau qui a sombré en 1708 en Colombie et qui se nomme le Galion de Saint-José. En fait, c'était un navire espagnol qui transportait 600 hommes et 200 tonnes de biens précieux. Et parmi ces derniers, on trouvait de l'or, de l'argent, des bijoux, des émeraudes, mais aussi des canons d'époque ainsi que d'inestimables pièces en céramique chinoise. Et forcément, un tel trésor, ça attire la convoitise. Et tout ça depuis la découverte de l'épave en 2015. Parce que d'un côté, on a la Colombie qui dit que l'épave est sur son territoire, et de l'autre, l'Espagne qui estime que le navire et ses vestiges sont espagnols. Donc c'est à elle. Et d'ailleurs, il y a même une compagnie américaine, la Sea Search Armada, spécialisée dans la recherche de trésors, qui affirme avoir découvert l'épave en 1981. Donc c'est à elle. Mais bon, pour l'instant, il y a un petit flou sur tout ça et les Colombiens, ils ont vraiment pas envie de lâcher le morceau. Et du coup, cette épave, bien qu'exceptionnelle, n'est pas la seule qui referait surface dans notre scénario. Par exemple, à titre d'info, l'UNESCO, qui gère le patrimoine historique à l'échelle mondiale, estime qu'il y aura environ 3 millions d'épaves de bateaux autour du monde. Mais ces épaves ne seraient pas les seules à réapparaître à la surface au niveau des océans. En fait, la Nouvelle-Zélande obtiendrait, par exemple, de nouvelles îles tout autour des 2 îles qui constituent son territoire. Le Japon deviendrait aussi facilement accessible par voie terrestre depuis la Russie ou même la Corée. Et idem pour le détroit de Bering qui sépare la Russie et les États-Unis qui serait en partie asséché et du coup on pourrait traverser à pied entre les deux continents. Et à partir de moins 500 mètres, le Royaume-Uni ne serait plus une île puisqu'elle serait directement reliée à la France, puisque la Manche serait alors totalement asséchée. Et d'ailleurs au passage, un bâtiment assez insolite s'élèverait à la surface au niveau du golfe du Mexique aux États-Unis. Et il s'agit de la plateforme pétrolière Petroneus, parce que c'est tout bonnement la plus haute du monde avec une hauteur de 600 mètres. Elle, contrairement aux autres plateformes
plateformes pétrolières qui peuvent flotter en partie, elle est directement construite sur le plancher de l'océan. Sauf que la plupart des structures de cette forme sont construites à 300 mètres de profondeur. Et du coup, là, avec toute l'eau asséchée, elle formerait des sortes de petites tours Eiffel sorties de l'eau dans notre scénario, un petit peu partout. D'ailleurs, au passage, le pétrole de ces plateformes est transporté soit par des tuyaux appelés des pipelines, soit par des bateaux appelés des tankers. Et là, dans notre scénario, le transport par bateau serait impossible puisqu'il n'y aurait plus d'eau, ce qui affecterait du coup beaucoup l'approvisionnement en pétrole dans plein d'endroits dans le monde. Et là, l'abaissement du niveau des océans de 500 mètres permettrait aussi de résoudre certains mystères. Et parmi ces derniers, on retrouve le mystère de l'OVNI de la mer Baltique. Parce qu'en 2011, les plongeurs suédois de l'équipe Océan X participent à une chasse au trésor. Et pour ça, ils utilisent notamment des images sonars. Pour faire simple, ce sont des images fabriquées à partir d'ondes sonores qui rebondissent sur des objets et qu'un appareil parvient à traduire en images. Et en ce qui concerne nos plongeurs, leur sonar leur a renvoyé une image d'un objet situé au fond de la mer Baltique. Sauf que cet objet est censé ressembler à ça, un disque de 60 mètres de diamètre qui ressemble un peu quand même à une soucoupe volante. Et là, du coup, ça a enflammé un peu tous les fans d'OVNI qui voyaient là une sorte d'épave extraterrestre. Sauf que les scientifiques, eux, pensent que le sonar était juste mal calibré et qu'en vrai, c'était plus un amas de roches qui formait vaguement un disque. Et d'ailleurs, au passage, en plus de la Manche et de la mer Baltique, la mer du Nord serait également asséchée. Et là, le problème, c'est que cette baisse affecterait aussi ce qu'on appelle la zone pélagique. C'est la partie des mers et des océans où se concentre la majorité des poiscailles qui auraient là du mal à survivre à ces perturbations. Et quand on sait quand même que notre monde actuel compte 35 millions de pêcheurs, les conséquences économiques seraient catastrophiques aussi pour eux. Aussi, un autre effet assez fou, c'est que tous les plateaux continentaux du monde seraient asséchés. Et le plateau continental, en fait, c'est toute la partie du rivage qui va jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc là, vous auriez des plages gigantesques, ce qui s'étaleraient sur des dizaines de kilomètres. Et là, vers 200 mètres, en fait, vous verriez alors une pente plus ou moins abrupte, en fait, qui se dirigerait vers le fond de l'océan. Donc ce serait un paysage très spécial, comme si vous étiez au sommet d'un plateau avec la mer tout en bas. Mais les conséquences d'une disparition progressive des océans vont aller encore plus loin dans les prochaines parties, parce que cette fois-ci nous allons abaisser le niveau des eaux de 1000 mètres. En abaissant le niveau des eaux de 1000 mètres, en fait, la situation à la surface de la planète devient de plus en plus problématique. Des choses moins cool que des épaves remplies de trésors commencent à faire surface. Et c'est le cas notamment des volcans sous-marins, qui lorsqu'ils sont sous l'eau ne sont pas très menaçants, mais parfois quand même très actifs. Et ça, c'est le cas du Culo-Lassi, un volcan sous-marin situé près de l'archipel de Wallis et Futuna, un territoire français dans le Pacifique Sud. Et son sommet se situe à environ 1000 mètres de profondeur, sachant que le bazar fait quand même 20 km de diamètre. Et là, la zone qui l'entoure contient des métaux rares, ce qui fait d'ailleurs que l'État français a pensé à exploiter la zone en 2010. Sauf que le problème, c'est que ce volcan fait partie de la ceinture de feu, c'est-à-dire un ensemble de volcans parmi les plus actifs de la Terre. Et il se trouve qu'en fait, les populations locales ont peur des conséquences d'une exploitation de minerais au niveau de ce volcan. Ils sont même parvenus à faire stopper les projets qui allaient en ce sens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur les conséquences catastrophiques d'éruptions gigantesques de volcans. Je vous laisse aller la checker si ça vous dit. Mais un autre endroit de la planète qui serait impacté, c'est au niveau de l'océan Arctique. Parce que lui, il est en effet séparé de l'Atlantique par une dorsale. En fait, une sorte de montagne sous-marine dont le sommet est environ à 900 mètres de profondeur. Et ce qui fait que là, avec moins 1000 mètres d'eau, l'Arctique serait littéralement coupé de l'Atlantique. Et bon, sans rentrer dans les détails, ça modifierait fortement sa température, la densité de l'eau, et ça aurait aussi une conséquence sur la fonte de la banquise, mais aussi sur le climat mondial. Mais on reparlera plus tard du rôle primordial des océans au niveau du climat. Parce que bon, si on imagine une baisse du niveau de la mer au niveau de l'Arctique, l'une des conséquences serait un peu dark. Parce qu'on trouve sous l'eau de cette région pas mal de cochonneries comme des déchets nucléaires. Et ça, c'est notamment le cas au niveau de la Nouvelle-Zambie, qui est une région qui appartient à la Russie. Parce que c'est là qu'ont eu lieu de nombreux essais nucléaires à l'époque de l'URSS, avec notamment la bombe Tsar Bomba, qui est l'explosion nucléaire la plus puissante de l'histoire. Et ce qui fait qu'en tout, ce sont près de 200 explosions qui ont eu lieu dans le cadre de ces essais. Et à ces derniers s'ajoute aussi l'enfouissement par les Russes sous les eaux d'anciens sous-marins nucléaires ou même de déchets radioactifs, notamment au niveau des mers de Barents et de Kara, qui ont une profondeur d'environ 600 mètres. Mais il y a d'autres curiosités qui pourraient aussi refaire surface, parce qu'entre 2021 et 2023, des océanographes sont tombés sur ce qui ressemble à un grand cimetière de baleines au large des côtes de Californie, à environ 1000 mètres de profondeur. Et là, au départ, les chercheurs voulaient cartographier la zone sous-marine quand ils sont tombés sur 7 squelettes de baleines, mais assez proches. Et au final, ils ont trouvé environ 60 baleines de différentes espèces qui seraient mortes dans cette zone. Ce qui est quand même super rare à observer, vu quand même la taille gigantesque de l'océan.
Alors, je vais vous donner une explication. En fait, la plupart du temps, quand les baleines meurent, ce sont dans des eaux bien plus profondes. Sauf que dans cette zone-là observée, le trafic des bateaux est beaucoup plus important, donc c'est possible qu'il y ait eu des collisions où les bateaux ont heurté les baleines, elles sont tombées plus souvent dans cette zone-là. Et ce qui fait qu'avec moins 1000 mètres d'eau, on se rendrait encore plus compte de l'impact parfois néfaste de l'activité humaine sur la santé des océans. Bien, nous allons maintenant baisser le niveau à moins 3000 mètres et vous allez voir que des conséquences catastrophiques vont se ressentir sur l'ensemble du globe. Si on regarde une carte de simulation de la disparition des océans, on s'aperçoit qu'à moins 3000 mètres, la carte du monde est vraiment bouleversée. En fait, la majorité des continents voient leur superficie augmenter et la majorité des archipels d'îles sont maintenant reliés par des bandes de terre. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi que des terres se mettent à faire surface en plein milieu des océans. Mais surtout, à ce moment-là, certains océans et certaines mers commencent à se retrouver séparés les unes des autres. C'est le cas par exemple du golfe du Mexique ou même des Caraïbes qui se retrouvent coupés de l'Atlantique. Et là, les conséquences sur le commerce par bateau, mais aussi sur l'émigration d'espèces marines, seraient très importantes. Et là, il est temps de réaliser une chose assez dure, mais à ce stade, vous pouvez dire adieu à vos vacances à la mer dans le sud de la France. Là, inculé, c'est chez moi, Minot! Parce qu'en effet, la Méditerranée, dont la profondeur moyenne est de 1500 mètres, se retrouve donc quasi asséchée. Il n'y a plus de Méditerranée. Sauf que ce qui est fou, c'est que c'est pas la première fois que la Méditerranée est sur le point de disparaître. Parce qu'en réalité, la dernière fois, c'était il y a 5 millions d'années. Et à ce moment-là, la Méditerranée s'était retrouvée complètement asséchée au point de perdre 90% des espèces animales qui y vivaient. Et l'explication était en fait toute simple. L'eau de la Méditerranée ne dépend pas des fleuves qui se jettent dedans comme le Rhône, le Nil ou le Pô. Parce qu'en réalité, c'est l'Atlantique qui permet à la mer d'exister contre un phénomène naturel d'évaporation. Et il se trouve que l'océan Atlantique, par le détroit de Gibraltar, va alimenter la Méditerranée en permanence, sans quoi il y a plus d'évaporation et du coup la mer aura tendance à s'assécher. Sauf qu'il y a 5 millions d'années, petite boulette, le détroit de Gibraltar s'est refermé. Et au fil du temps, ça a pris longtemps quand même, 70% de l'eau de la Méditerranée s'était évaporée, en laissant à la place de gigantesques étendues de sel et même avec des dunes de sel pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur. Bon, là, forcément, impossible de survivre dans un tel environnement. Mais heureusement, quelques millénaires plus tard, un grand tremblement de terre a causé une nouvelle faille au niveau du détroit. Et là, l'Atlantique a pu se déverser de nouveau dans toute la Méditerranée. Sauf que là, dans notre dystopie, ce n'est pas le cas. La Méditerranée va rester bien asséchée. Et ce sera alors dramatique. Déjà pour tous les gens qui vivent de la pêche ou même du tourisme, sachant qu'on estime qu'il y a environ 500 ports autour de la Méditerranée, dont certains avec une dimension internationale comme Marseille ou même celui d'Algeciras en Espagne. En tout cas, la quasi-totalité des grands ports de pêche et de commerce au monde cesse de fonctionner. Et là, le commerce n'a pas d'autre choix que se faire par avion ou alors par train. Bon, de manière générale, à ce niveau de l'expérience, là, on atteint des espaces très peu explorés par l'homme. Et du coup, on pourra alors découvrir des choses qui sont totalement coupées du monde, dans les profondeurs et où la lumière du jour ne pénètre jamais. D'ailleurs, en 2021, des chercheurs américains ont fait une découverte insolite. Parce qu'en effet, à 250 km des côtes californiennes, au niveau d'un mont sous-marin situé à moins 3000 mètres, ils ont découvert les restes d'un mammouth. Pour être plus précis, ils n'ont retrouvé qu'une défense. Mais les analyses ont confirmé qu'il s'agissait d'une défense femelle mammouth. Et selon les chercheurs, cette femelle aurait fait partie des premiers de son espèce à migrer dans cette zone il y a 1,5 million d'années, en passant par le détroit de Bering qui sépare les États-Unis de la Russie. Et cette mammouth serait en réalité morte sur Terre, mais le paysage ayant évolué, cette Terre aurait été recouverte progressivement par la mer. Et son corps aurait alors dérivé au fond de l'eau, porté par les courants jusqu'à atteindre cet endroit-là. En tout cas, tout ça, ça reste des hypothèses, mais ce qui est sûr, c'est que les océans ont beaucoup évolué durant l'histoire de la Terre. Certains se sont agrandis, d'autres ont disparu. Des endroits qui étaient autrefois à la surface se retrouvent aujourd'hui en profondeur sous les eaux. Mais dans la prochaine étape, on va aller encore plus loin au niveau du plancher océanique à moins 5000 mètres. Comme vous pouvez le voir sur cette image, avec une baisse de moins 5000 du niveau des océans, la Terre ressemble peu ou prou à un gigantesque désert. À ce niveau de notre expérience, on a atteint la majorité des fonds des océans de la planète. Et d'ailleurs, en parlant du fond des océans, il y a l'épave la plus mythique d'entre toutes qui va refaire surface, et c'est celle du Titanic. Parce que l'épave repose actuellement à moins 3800 mètres, à environ 600 km des côtes canadiennes dans l'océan Atlantique. Et récemment, un équipage entier est mort à bord du sous-marin Titan en tentant d'aller explorer la fameuse épave. Et parmi les passagers se trouvait Paul-Henri Narjolet, qui était un explorateur français très grand spécialiste du Titanic. Il avait eu la chance de faire partie des premiers à pouvoir voir l'épave après sa découverte en 1985. J'ai eu la chance de voir des centaines d'épaves dans tous les pays, mais là c'est une épave très profonde, très belle.
Son aspect est différent des épaves qu'on peut trouver par plus petit fond, parce qu'il n'y a ni rouille ni concrétion marine. Les phénomènes de destruction sur l'épave du Titanic, ce sont des bactéries qui rongent l'acier. Il y a des espèces de constructions qui sont fabriquées par ces bactéries. C'est très particulier et les couleurs sont très différentes de celles qu'on voit habituellement sur les épaves. Pour en revenir à notre dystopie, la surface de la Terre est à présent recouverte de sable et de roches à perte de vue, avec des canyons gigantesques atteignant des profondeurs comparables à l'altitude de vol d'avions de ligne. En fait, les seules mers à présent qui subsistent se trouvent au niveau des fosses océaniques encore plus profondes. Par exemple, on pourrait citer la fosse de Porto Rico avec une profondeur maximale d'environ 8360 mètres, ce qui en fait d'ailleurs le point le plus profond de l'océan Atlantique. Et dans la même zone se trouve aussi le fameux triangle des Bermudes. Alors ce lieu, un peu connu quand même, a été rendu célèbre pour un grand nombre de disparitions de navires et d'avions dans un même endroit. Alors vis-à-vis de ce triangle, il y a des théories un peu fantaisistes pour justifier ces disparitions, comme par exemple la présence de calmars géants qui pourraient attaquer les navires, ou même des enlèvements par des extraterrestres. En tout cas, ces disparitions s'expliquent souvent par des conditions météorologiques un peu difficiles, des erreurs humaines ou même des défauts techniques. D'ailleurs, au final, des études ont montré que le taux d'accidents dans cette région du monde n'est pas supérieur à d'autres zones très fréquentées. En vrai, c'est un peu un mythe fumeux quand même. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Bref, quoi qu'il en soit, dans le cadre de notre dystopie, avec toute l'eau qui a disparu, on pourrait enfin découvrir ce qui se cache au fond de cette région du monde. On peut marcher en fait sur ce plancher abyssale, qui s'appelle d'ailleurs la zone Hadal, et qui est la partie la plus profonde des abysses. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'on trouve les poissons qu'on qualifie souvent de monstres, comme les poissons lanternes ou même les calmars géants. Et d'ailleurs, à partir de là, tous les cadavres de ces espèces, qui sont super durs à observer dans la vraie vie, joncheraient sans doute le sol de ce plancher océanique, en même temps que celle de la plupart des animaux marins. Mais on pourrait aussi voir à présent les dégâts causés par l'homme, même à ces profondeurs. Dans les grands fonds, la pêche est en train de détruire les milieux coralliens les uns après les autres. En général, lorsque les océanographes explorent un mont sous-marin pour la première fois, ils portent déjà les stigmates de l'exploitation industrielle. Parfois, il ne reste plus rien. Cette prise de conscience est difficile, car les abysses sont pénalisés par leur éloignement à la fois horizontal et vertical. Le grand public n'a pas encore développé la proximité affective que l'on a avec les récifs coralliens de surface. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mer des Sargasses? En fait, c'est une zone de l'océan Atlantique qui est située entre les Antilles et la Floride, et qui a la particularité d'être super calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de grosses vagues. En fait, c'est la seule mer à ne pas posséder de rivage. Mais elle n'en est pas moins dangereuse pour les marins. Parce qu'en effet, son nom vient des algues brunes du genre Sargassum qui recouvrent la majorité de cette mer. Et ces algues s'étendent même sur plusieurs centaines de kilomètres. En fait, il y a tellement d'algues que ça peut carrément immobiliser un navire. D'ailleurs, ces algues, le problème c'est qu'elles sentent l'œuf pourri, parce qu'en fait, quand les algues pourrissent, elles dégagent des gaz toxiques. Et ça, c'est d'ailleurs un réel danger quand elles finissent parfois par s'échouer sur les côtes des Antilles. Parce que des promeneurs ont eu la malchance de respirer ces gaz et ont pu faire des malaises. D'ailleurs, une autre mer insolite se trouve cette fois-ci dans le nord de l'océan Pacifique. Et elle est entièrement constituée de déchets plastiques. Et c'est d'ailleurs ce que certains scientifiques surnomment le 7e continent, car sa superficie est de 1,6 million de kilomètres carrés. Pour vous dire, c'est à peu près 3 fois la superficie de la France. On estime la masse de ces déchets à 80 000 tonnes et la grande majorité provient des activités humaines terrestres. Sauf que le problème, c'est que beaucoup d'animaux marins, comme les tortues, les oiseaux, même les poissons, meurent étouffés ou intoxiqués par ces déchets. Et des associations comme Ocean Cleanup tentent de collecter ces déchets, mais certains se dégradent en microplastiques très difficiles à récupérer. Maintenant que le plancher océanique est à sec, on peut enfin voir des gigantesques mers d'algues et de plastique qui recouvrent le sol. Mais en réalité, peut-être que le danger le plus grave, dont j'ai pas encore parlé, c'est la disparition des phytoplanctons. En fait, ce sont des micro-organismes qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire des animaux marins et qui jouent un rôle primordial dans la régulation du climat mondial. Parce qu'il se trouve qu'ils produisent 70% de tout l'air qu'on respire, mais ils jouent aussi un rôle super important dans l'absorption du CO2 qui est rejeté dans l'air. Et donc, pour faire simple, si les océans disparaissent, le réchauffement climatique va s'accélérer très rapidement. Et en plus de ça, rapidement, on va manquer d'oxygène, quoi. Et là, d'ailleurs, les études montrent que la température moyenne pourrait alors atteindre les 67 degrés Celsius. C'est beaucoup. Ce qui fait que globalement, l'atmosphère terrestre deviendrait, à plus ou moins rapide échéance, irrespirable. Mais accrochez-vous parce que les choses vont prendre une tournure encore plus catastrophique dans notre ultime étape. Alors dans cette dernière étape, on baisse encore le niveau des océans à moins 11 000 mètres.
J'ai pas choisi d'ailleurs ce chiffre au hasard, puisqu'il s'agit tout bonnement du point le plus profond jamais atteint par l'homme en explorant les océans. Son surnom, c'est Challenger Deep, et il se trouve au niveau de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. D'ailleurs, la première exploration du Challenger Deep a eu lieu en 1960 par les explorateurs Jacques Piccard et Don Walsh à bord du sous-marin Trieste. Mais l'expédition la plus médiatisée, c'était plutôt celle du réalisateur de Titanic et d'Avatar, James Cameron, qui est également lui-même descendu tout au fond de l'océan dans le Challenger Deep en 2012. Et il a alors rapporté des images inédites de cet univers méconnu. Parce que dans ces profondeurs, on retrouve de la vie, notamment des concombres de mer, habitués à vivre à des températures extrêmes, ou même dans le noir complet. Mais encore plus surprenant, récemment, on a retrouvé un sac plastique de supermarché à cette profondeur. Parce qu'il se trouve que l'étude intitulée Deep Sea Debris Database vient de cartographier les fonds marins à la recherche de déchets depuis 30 ans. Et c'est un des sous-marins utilisés par les scientifiques qui auraient alors filmé le sac plastique. Bon, comme je l'ai dit dans l'étape précédente, qui dit disparition des océans dit disparition d'une source en oxygène et réchauffement intense à la surface du globe. D'ailleurs, ce qui serait amusant, c'est que si on prenait le fond de l'océan, qui sera asséché à ce moment-là, comme le niveau zéro, eh bien la ville de New York se retrouverait en réalité alors à 8000 mètres d'altitude, et donc elle serait à une altitude comparable à celle de l'Everest actuellement. Mais bon, avec la disparition là cette fois-ci totale de l'eau, il y a un truc qui deviendrait très problématique et c'est l'accès à l'eau. Mais non, mais si. Parce que comme je l'avais dit au tout début, les océans sont à la base du cycle de l'eau. Et forcément, s'il n'y a plus d'océan, ce cycle s'arrête et les réserves d'eau douce vont forcément finir par s'épuiser. Et là, la Terre ressemble à celle de la saga Mad Max. Parce que je le rappelle, mais les films Mad Max décrivent l'effondrement total de la société alors que la Terre est devenue un désert post-apocalyptique, où l'eau et le carburant ont quasiment disparu. Et là, le héros Max erre alors dans ce monde afin d'aider celles et ceux qui sont menacés par des pillards. Et d'ailleurs, dans le film Mad Max Fury Road, qui est sorti en 2015, l'action se passe entièrement dans un désert, où l'eau est devenue une denrée très rare et précieuse. La société est fragmentée en clans barbares qui s'affrontent pour contrôler l'accès à l'eau. Et le héros doit justement combattre un tyran nommé Immortan Joe, qui contrôle à lui seul l'accès à l'eau à travers un robinet géant. Et en réalité, ce genre de fiction post-apocalyptique, elles ont quand même un peu pour but de nous sensibiliser à la disparition progressive de ressources vitales comme l'eau. Le problème, c'est que même à l'heure actuelle, alors que les océans n'ont pas disparu, la question de l'accès à l'eau potable est déjà une source de conflit. Par exemple au niveau du Nil, parce que le fleuve traverse en effet 11 pays et 300 millions de personnes comptent sur son eau pour boire ou se nourrir via la pêche. Sauf qu'à cause du réchauffement climatique, l'eau du Nil risque de manquer à l'avenir. Et on estime que les populations qui en dépendent vont voir leur nombre doubler dans les prochaines années. Sauf que depuis ces 10 dernières années, l'Éthiopie a construit un barrage qui lui permet de contrôler le débit du Nil en amont. Et ça embête quand même pas mal l'Égypte ou même le Soudan qui sont situés en aval du fleuve et qui ont récemment montré leur inquiétude de voir un jour une véritable guerre de l'eau dans la région. Pour en revenir à notre dystopie, si les océans disparaissent, c'est l'ensemble de la vie sur Terre qui est amené à disparaître. L'air qu'on respire ou même l'eau qu'on boit viendrait progressivement à manquer. La Terre deviendrait alors une sorte de gigantesque désert ultra aride. Après, peut-être que quelques survivants auraient eu le temps de se réfugier dans des sortes de bunkers en Antarctique, ou même en stockant l'eau des fonds des glaciers. Mais tout ça ne serait que temporaire, car à la surface, les incendies de forêt, provoqués par l'absence d'eau, rendraient l'air rapidement irrespirable. Les plantes ou même les animaux finiraient alors par mourir, réduisant les possibilités de se nourrir sur le long terme. Bref, en résumé, c'est ciao la Terre. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce voyage sur les océans qui disparaissent. J'espère que ça vous aura permis de prendre un peu plus conscience de l'importance de préserver les océans. S'il y a d'autres scénarios catastrophes que vous avez en tête, n'hésitez pas à en parler. Je serai ravi de pouvoir égayer votre quotidien avec des nouvelles vidéos passionnantes sur le sujet. Et au passage, je vous rappelle que vous pouvez participer au programme de recyclage Circular Next de notre sponsor Rhinoshield. Comme je vous l'avais dit au début, il propose des coques 100% recyclées et vous pouvez même entrer dans la boucle de recyclage en renvoyant votre ancienne coque Rhinoshield. Et en plus, vous obtenez un coupon de 4 € valable sur vos prochains achats. Et avec ce code Poisson Fécond, vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Je vous laisse aller checker le lien en description. D'ailleurs, avant de se quitter, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Briseau? Parce que dans la mythologie grecque, il se trouve que c'était la déesse patronne des marins. Et elle était connue pour permettre aux marins de voir leur avenir à travers leurs rêves. Si bien qu'à l'époque, on appelait brisomancie l'art de prédire l'avenir par les songes. Et si l'univers des songes vous parle, vous pourrez vous y plonger avec le premier tome de la saga Noisuli qui sortira cet automne. En attendant, nous on se dit à la prochaine vidéo.